À chaque fois que de besoin, si vous pensez que je vais trop vite, il y a un concept qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interpeller. Donc, moi, je m'appelle Christian Dour. Actuellement, je suis au niveau du consortium Jeunesse Sénégal comme chef de projet. Et peut-être pour en savoir plus, moi, je suis peut-être travailleur social à la base et spécialisé sur les questions de protection de l'enfant et également formateur en soft skills. Donc, voilà un peu peut-être pour ma personne. Et aujourd'hui, nous aurons peut-être 2 heures de temps ensemble pour partager, échanger sur le leadership. Je sais que chacun d'entre vous a quelque chose en lui qui lui permet aujourd'hui de dire qu'il est leader. Donc, l'idée, c'est juste de pouvoir réveiller chaque leader qui dort en nous et vous donner juste quelques outils. Nous n'avons que 2 heures de temps, donc on va essayer de maximiser ce temps. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas. J'ai vu beaucoup de gens du Fouta, donc j'espère qu'il n'y a pas de coupe-coupe ici. Donc, n'hésitez pas. OK? Donc, alors, pour les thématiques que nous allons aborder euh, aujourd'hui, donc nous allons d'abord travailler sur euh, l'identification des qualités de leader, comment reconnaître les différents styles de leadership, comment encourager la coopération de groupe, le travail d'équipe et comment travailler sur la résolution de problèmes. Donc, voici un peu les principaux sujets sur lesquels nous allons travailler. Donc, chacun de ces sujets-là, nous allons l'aborder en profondeur. Donc, n'hésitez pas. À chaque fois que vous aurez quelque chose de pas clair, comme l'a dit Adrien, vous pouvez lever la main ou bien écrire sur le chat et nous pourrons apporter les différents éléments de réponse. Si vous avez également des contributions, n'hésitez pas parce que nous avons tous un vécu. Et l'idée également de ce cadre-là, c'est de pouvoir partager ces différentes expériences et expertises. Alors, on va, pour l'interaction, et on va y aller tout de suite. Là, je vous pose direct la question. Quels sont les leaders, vous, que vous connaissez et qui vous inspirent? Et quelles sont les qualités de ces leaders-là? Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut-être connaît des leaders et quelqu'un peut-être pourrait nous dire quel leader il connaît et quelles sont les qualités de ces leaders-là. Alors là, on va y aller directement. Soit je regarde dans le chat un bon Sérère, un bon Diola ou bien un bon Poulard. Sinon, s'il y a des candidats. Donc, l'interaction commence dès maintenant, hein. Alors, vous avez sûrement des gens que vous connaissez, que vous admirez, qui vous semblent être des leaders. OK? Donc, pourquoi ces gens-là vous inspirent et quelles sont les qualités que vous voyez chez ces gens-là? Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat si vous voulez, hein? Donc, mais là, quand même, c'est une question ouverte à tout le monde. Et voilà. Partagez vos réflexions. Vous prenez la parole également, ce serait mieux. Il y a Maman Ndiaye. Avant Maman, peut-être il y a un Fatimata. Je connais un bon leader et je donnerai l'exemple de mon père. Alors, Maman, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu dirais que ton père est un leader? Quelles sont les qualités que tu vois chez lui? Tu peux ouvrir le micro, hein? Fatimata? Bien, Maman? Maman Ndiaye? Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, et prendre la parole. Comme on l'a dit au départ, Oui, ça sera bonjour. vraiment intéressant. Voilà, bonjour, oui. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Euh, Moi, je parlais de Ousmane Sonko. Oui, allez-y. Quelles sont les qualités que vous voyez chez lui qui font de lui un leader? La première qualité que je vois chez lui, c'est la résilience Mhm. et le courage. Et le courage. Oui. D'accord? Donc, résilience et courage. D'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre exemple? Oui, Oumi? Michare? Donc, bonjour à tous. Moi, je Bonjour. dirais, mon père est également Chon Yang. OK. Je pense que vous avez dû le voir. Il publie régulièrement des contenus très intéressants. En fait, Mhm. je suis inspirée par lui parce que c'est quelqu'un qui sait convaincre. Et en fait, il a réussi à justement faire déplacer des gens de différents coins de l'Afrique pour venir justement venir au Sénégal, leur donner une formation pour investir dans le monde de l'agriculture, etc. Et je trouve que c'est vraiment très inspirant pour nous, la jeunesse, justement, de prendre exemple sur lui, etc. Donc,
C'est tout. Il y a aussi mon père, hein, donc il a su justement diriger, enfin, gérer le foyer, être autoritaire et en même temps être le papa poule de ses enfants. Voilà. OK. Voilà, donc autant de qualités que nous voyons chez les leaders. Un dernier exemple, ou bien un dernier, oui, un dernier partage. Dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit Paul Kagame, par exemple, Lionel Manly. Lionel? Ou quelqu'un d'autre? Lionel dit sa qualité, c'est sa manière de diriger, d'éveiller la conscience de la jeunesse. Il a réussi à relever tout le pays. OK? Donc, ce sont les qualités qu'il voit chez Paul Kagame. Oui, quelqu'un d'autre? Fatimata, oui, Fatimata avait été la première personne à écrire. Oui, on a deux mains levées. On a deux mains levées. Oui, Oumitare et Maïté. Oui, Maïté. Bonjour à tous. Oui. Moi, je dirais Seng Salou Gueye, le chroniqueur journaliste, Mhm. de par son, Pourquoi? de par son charisme. En même temps, il est prof, il sait gérer ses élèves et en même temps, de comment il écrit ses articles. Il est OK, cohérent à travers ce qu'il dit et ce qu'il écrit. d'accord. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos différents partages. Vous voyez que, en fait, aujourd'hui, chacun d'entre nous est capable d'identifier un leader à travers peut-être l'inspiration que cette personne-là a, à travers peut-être les qualités que vous voyez chez ces personnes-là. On va essayer de revoir un ensemble de qualités que l'on peut trouver chez un leader. On peut ne pas avoir peut-être toute l'exhaustivité, mais au moins, généralement, on peut s'accorder sur certains éléments qu'on est sûr et certain que ces éléments, on doit les retrouver à minima chez un leader. Et l'idée de chacune de ces qualités, nous allons essayer de les développer pour que chacun d'entre nous puisse comprendre pourquoi je dois avoir telle qualité en tant que leader, ou bien comment je dois faire pour développer tel aspect en tant que leader. Donc, la première qualité que nous allons voir, c'est la détermination. Donc, pourquoi la détermination? On dit que les leaders ont une détermination sans fin. Donc, ce sont les premiers à lancer une idée et les derniers à l'abandonner. Donc, c'est surtout grâce à la détermination des leaders que les projets sont terminés. Donc, on peut donner plusieurs exemples. Je pense qu'il y a les exemples que vous avez donnés tout à l'heure. Ces personnes ont la détermination. Et peut-être parce elles ont cette détermination-là que vous arrivez à avoir cette inspiration qu'ils vous donnent, à pouvoir croire en eux et à pouvoir déjà leur donner cette confiance-là et à pouvoir les suivre. La deuxième qualité que je vais soulever, c'est la flexibilité. OK? Et la flexibilité, aujourd'hui, on peut dire que les leaders sont capables de s'adapter à toute situation. Donc, ils voient les situations différentes sous différents angles, OK, et peuvent s'ajuster en conséquence selon les différents espaces. OK? Donc, ils peuvent s'ajuster selon les différents espaces où ils se trouvent. Donc, aujourd'hui, un bon leader, on attend d'un bon leader qu'il soit flexible, pas qu'il soit carré, mais qu'il soit flexible, assez flexible en tout cas pour pouvoir accepter les différences dans le groupe qu'il est en train de mener, assez flexible pour pouvoir se mouvoir dans l'environnement dans lequel il se trouve, mais assez flexible également peut-être pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des éléments de son milieu. Une troisième qualité que l'on trouve chez un leader, c'est sa créativité. Si, par exemple, en tant que leader, vous n'avez pas de créativité, vous n'êtes pas innovant peut-être dans ce que vous faites, peut-être que vous allez entrer dans le commun des gens, mais en tant que leader, on peut dire que les leaders généralement songent à des moyens efficaces de faire les choses en peu de temps, d'effort ou d'argent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en tant que leader, votre créativité peut vous pousser déjà à faire quelque chose en un temps record, à pouvoir le faire avec peut-être le moins d'efforts possible et peut-être avec le moins de ressources financières. OK? Donc, ça, c'est une des qualités que doit avoir un leader. L'autre qualité, par exemple, que doit avoir un leader, par exemple, c'est la confiance en soi. Je pense que les différents exemples que nous avons eus tout à l'heure reflètent carrément cette confiance en soi. Les gens suivent les leaders qui croient en eux-mêmes, pas les gens qui n'ont pas confiance en eux. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que les gens-là, ou bien ces leaders-là sont arrogants, mais avoir confiance en soi et en ses capacités. Et c'est là où l'intérêt
et de pouvoir avoir cette confiance-là, c'est que les autres peuvent vous suivre et les autres voient en vous un modèle, les autres peuvent se dire qu'à travers vous, ils peuvent également développer leur confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est une force fondamentale pour un leader. L'autre chose, c'est l'attitude positive et l'optimisme. En tant que leader, vous ne pouvez pas vous permettre d'être, disons, négative ou pessimiste. D'accord? Donc, vous devez avoir une attitude positive et vous devez tenter de tirer le meilleur parti possible de chaque situation. Il ne s'agit pas de disons, de toujours s'apitoyer sur son sort, mais de toujours voir tout ce qui est positif dans chaque situation. Effectivement, il peut arriver des moments où c'est des moments très difficiles et c'est là où votre qualité de leader surgit parce que tout simplement, vous avez pu faire ressortir, en tout cas, la chose la plus positive de la situation. En termes de qualité également, on peut parler de responsabilité. Aujourd'hui, d'un leader, en tout cas de nos leaders, on attend énormément de responsabilités. Je pense que les différentes personnes, les différents exemples que vous avez cités tout à l'heure, reflètent carrément cette responsabilité. Aujourd'hui, quelqu'un qui donne l'exemple de son papa qui dit qu'il a été là, qui a été vraiment le papa poule, qui a été ceci, qui a été cela. Donc, cette responsabilité-là fait que tout le monde reconnaît en lui son leadership. Ça veut dire que les leaders savent que quoi qu'il arrive dans leur équipe, dans le groupe qu'ils gèrent, que ça soit bien, que ça soit mauvais, c'est leur responsabilité. Donc, ils prennent vraiment tout le crédit pour le travail bien fait et ne blâment pas les autres en cas d'échec. Ça veut dire que même s'il y a un échec qui est là, le leader, lui, il assume la responsabilité de cet échec-là, mais ne le paie pas sur le dos des autres. Et cette responsabilité rassure le groupe, permet en tout cas au groupe ou bien à l'équipe, en tout cas tout l'ensemble des personnes qui sont là autour de nous, qui nous suivent, de pouvoir en tout cas se rassurer et savoir que lorsqu'en cas de difficulté, ils peuvent compter sur vous. Donc ça, c'est des qualités que doit avoir réellement un leader. Il y a également les compétences en communication. Pourquoi la compétence en communication? Parce qu'avoir la capacité de communiquer efficacement avec votre équipe vous donne en tout cas la possibilité de faire comprendre vos messages exactement comme vous le voulez et de la façon dont vous le voulez et vous assurer d'avoir été bien compris et de savoir que vous avez bien compris les autres. Parce que dans la communication, il y a également le message que vous transmettez, mais également celui que vous recevez. Donc, vous devez être en mesure de communiquer de manière claire et efficace avec vos collaborateurs, avec votre groupe, avec vos amis, que le message soit compris de manière une et unique, mais également que vous recevez un message, que vous soyez en mesure de bien interpréter ce message-là et de pouvoir bien comprendre le message qui vous est fourni. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit que voici le message, vous devez être en mesure, par exemple, de reformuler pour s'assurer que c'est la bonne compréhension que vous avez. Et ça également, c'est des compétences, en tout cas, qu'un leader doit avoir et qu'il doit vraiment manifester chaque fois qu'on le voit, à chaque moment, partout où on le voit, il doit avoir cette compétence-là en communication pour que, en tout cas, tous ceux qui tournent autour de lui, tous ceux qui l'entourent ou bien tous ceux autour de qui il gravite puissent avoir la même compréhension des choses. La cohérence, la crédibilité. Je pense que quelqu'un a parlé tout à l'heure de crédibilité d'un de ses leaders. Donc, cette crédibilité-là, elle est nécessaire. Parce que si vous n'êtes pas crédible, disons que vous n'êtes pas solvable. Et aujourd'hui, ça veut dire que peut-être en tant que leader, si vous n'avez pas cette crédibilité-là, demain, on ne peut pas avoir confiance en vous. Donc, les leaders sont crédibles, ils font toujours de leur mieux, prennent les mesures nécessaires pour arriver à leur fin et fournissent de bons résultats. Donc, on va mettre à cette crédibilité-là un peu de cohérence dans l'action que les leaders sont en train de mener. Et cette cohérence et cette crédibilité-là, on va le mettre en avant avec une autre compétence que doit avoir un leader, c'est la planification à l'avance. Donc, les bons leaders savent ce qui arrive généralement d'avance. C'est comme si c'est des visionnaires, en fait. On sait qu'ils ont cette capacité-là à voir peut-être plus loin que les gens d'habitude. Et cette capacité-là à avoir cette vision-là de l'avenir leur donne en tout cas assez d'avantages pour pouvoir planifier ce qu'ils doivent faire. Et grâce à leur jugement, ils peuvent prédire ce qui pourrait arriver dans le futur et prendre les bonnes décisions sur la base de ces informations-là. Donc aujourd'hui, un bon leader doit avoir cette capacité d'anticipation, cette capacité en tout cas à pouvoir se dire, pas peut-être à 100% comme on dirait peut-être pour ne pas dire juste que c'est des dieux, mais le leader, en tout cas, à un certain niveau, en tout cas, est capable d'aller plus loin et de pouvoir voir selon l'ensemble des informations qui gravitent autour de lui, selon les informations qu'il a, de pouvoir se dire, voilà vers où nous allons, donc je dois prendre les dispositions, je dois amener le groupe à ça.
je dois amener l'équipe à ça, je dois. Donc, l'ensemble de ces éléments-là montrent en tout cas que le leader a cette qualité-là et ça renforce son leadership au sein de son environnement. Parmi les qualités, il y a également la patience, parce qu'un leader ne doit pas être pressé. Quand on parle de vision, ça veut dire qu'on parle de quelque chose de lointain. Et les bons leaders, généralement, savent attendre quand il le faut. Cette capacité-là à être patient fait partie vraiment du leadership. Et aujourd'hui, on peut dire qu'un bon leader doit être patient parce que tout simplement, vous n'avez pas tout le temps besoin de précipiter les choses. La patience s'applique aussi dans la relation avec les autres. Ça veut dire que si vous êtes avec des collaborateurs, si vous êtes avec des collègues, avec un groupe, ben, vous devez être patient avec eux parce que peut-être tout le monde n'a pas la même capacité d'assimilation, tout le monde n'a peut-être pas la même capacité de compréhension, tout le monde ne traite pas toutes les choses avec la même rapidité. Donc, en tant que leader, cette capacité-là à être, disons, patient revient en tout cas comme un atout. Donc, les leaders laissent les autres s'exprimer avant de parler. Donc, ça également, ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps avoir le monopole du savoir, mais en tant que leader, vous devez être en mesure de pouvoir laisser les autres prendre la parole et prendre les devants. Et ça, on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on va aborder la question des styles de leadership, parce que selon les situations, on verra que tel style est adapté et tel style, en tout cas, est moins adapté par rapport à la situation. Une autre qualité du leader, c'est l'objectivité. Les bons leaders ne prennent pas parti et sont souvent ouverts à des opinions différentes. L'objectivité, c'est quoi? L'objectivité, c'est la qualité, en tout cas, de ce qui est conforme à la réalité, d'un jugement qui décrit, en tout cas, les faits avec exactitude. Donc, pas juste une analyse basée, en tout cas, sur le sentimental, mais sur les faits, sur la réalité. OK? Donc, une autre qualité également, et c'est là que je vais terminer, c'est la perspicacité. Donc, les bons leaders connaissent en tout cas bien les personnes qu'ils dirigent. Okay? Ils sont capables de saisir ce qui échappe en tout cas à la plupart des gens et sont capables d'établir des prévisions. Être perspicace, c'est quoi? C'est en fait être capable, en tout cas, avec une intelligence, disons, subtile, de saisir en tout cas ce qui échappe à la plupart des gens pour pouvoir en tout cas établir quelques prévisions. Donc voilà un peu un ensemble de qualités qu'on peut retrouver en tout cas chez un leader. OK? Et là, je vais vous laisser peut-être apprécier ces différentes qualités. S'il y a des questions ou bien si vous pensez qu'il y a d'autres qualités peut-être qu'on peut ajouter pour un leader, je vous laisse la parole. Et s'il y a des questions sur l'ensemble de ces qualités, ou bien comment ces qualités se manifestent, ou bien si vous-même, dans une situation donnée, vous avez eu à vivre de telles situations, peut-être vous n'avez pas fait montre en tout cas d'une de ces qualités, on peut échanger là-dessus et ce sera des cas pratiques où peut-être nous pourrons échanger là-dessus. La parole à qui veut la prendre s'il y a des questions. Oui, Aboubakar, je vois que vous avez levé la main. N'hésitez pas, ouvrez votre micro et prenez la parole directement. Merci beaucoup. Je suis venu à retard. Je viens de prendre part à cette rencontre. Merci pour déjà cette partie que j'ai bien saisie. Il y a une autre qualité dont je voulais partager. Je ne sais pas si vous acceptez. C'est un peu par rapport à la proactivité. Un leader, il faut savoir, je ne sais pas si vous avez parlé, pour anticiper sur la chose. De ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire à aujourd'hui. Je pense que ça aussi, ça doit être une des qualités pour un leader. Tout à fait. Tout à fait. La proactivité également, c'est une excellente qualité qu'un leader doit avoir parce que cette proactivité vous permet en tout cas de ne pas juste retourner la faute aux autres, mais également vous de vous sentir responsable et de pouvoir sortir le côté positif de chaque situation et ne pas juste être réactif, en tout cas adopter un comportement qui est contraire, vous déjà, à vos valeurs ou bien à vos principes. Tout à fait. C'est un très bon exemple et c'est une excellente qualité. Autre réaction? Bonjour à toutes et à tous. Bien, merci vraiment pour l'exposé et le récit. Alors, Donc, à vous entendre parler, on sait très bien que, voilà, on sent que vous êtes un leader. Alors, c'est pas moi, c'est Christian. Hein? Ah oui, c'est Christian. Qui a fait cet exposé magistral. Oui, Christian, merci, hein, merci pour ce brillant exposé.
On a beaucoup appris, surtout concernant les compétences nécessaires pour un leader. Alors, vous pouvez réactiver votre micro. Je pense que je l'ai désactivé par accident. Il y avait un autre micro qui était ouvert et je voulais le fermer. Donc, du coup, vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît. D'accord, c'est bon maintenant, hein? Voilà, c'est J'espère que bon. vous me recevez. Voilà, je disais que voilà, on remercie Adrien pour Christian plutôt pour ce brillant exposé, cette présentation qui nous a vraiment beaucoup permis quand même de comprendre quelles sont les compétences nécessaires pour être un vrai leader ou bien un leader efficace. Moi, je voudrais que vous reveniez sur je dirais, un cas pratique ou bien une expérience lors de laquelle vous avez senti que c'est votre leadership qui a fait à ce qui a peut-être permis à ce que la situation change ou bien que le problème soit réglé. Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience où vous avez dû exercer un leadership et comment cela s'est vraiment passé? C'était ça ma question. Merci. Super, je pense qu'il sera très heureux de partager une expérience relative à ça. Je le vois déjà sourire. Mais du coup, on donne d'abord la parole à Oumi Thiaré qui va peut-être poser une question ou apporter une contribution. Il y a une contribution au niveau dans le chat aussi qui dit que je pense que le leader doit avoir une qualité de transparence. Merci Lassina Soro, mais du coup, on donne la parole d'abord à Oumi Thiaré avant l'intervention de Christian. Moi, ça a été vraiment très intéressant, les qualités que vous avez expliquées ici, mais je voulais revenir au niveau de la cohérence et de la crédibilité. En fait, c'est vrai qu'on arrive, on est chef de projet par exemple, mais en fait, le projet, il est nouveau, mais comment on arrive à être crédible parce que nous-mêmes, il est nouveau pour nous. Bon, c'est vrai qu'après, on a fait des études de gestion, etc. Mais comment on arrive justement à atteindre cette cohérence, cette crédibilité qu'on attend en fait de nous? Oui, merci beaucoup, Oumi. Ça, c'est un très bon exemple. Et disons peut-être, ça peut ne pas être directement lié à une question de leadership. OK? En tout cas, ça dépend de l'angle sur lequel vous allez le prendre. OK? Si par exemple, il s'agit par exemple d'un projet nouveau que vous venez de prendre et que vous avez une équipe à gérer et permettre en tout cas à l'équipe d'être dans les meilleures conditions, de bien leur expliquer tout ce qu'il faut, ça veut dire qu'il faut... Et comment ça va se manifester votre leadership dans ce cas de figure-là? Et en fait, c'est ce qui est intéressant. Et ici, par exemple, ce que je vous dirais, OK, l'une des qualités, en tout cas, de mon leader, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'abord, on a parlé tout à l'heure de la confiance en soi, j'y reviens, OK? Ça veut dire que si vous-même vous doutez de vos compétences, vous aurez des problèmes à, disons, rendre crédible ce que vous allez dire aux membres de votre équipe. Ça, c'est une première chose, parce que vous allez le dire déjà en hésitant. Et lorsque vous parlez en hésitant, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas votre contenu. Et lorsque vous ne maîtrisez pas votre contenu, votre interlocuteur aura du mal à réceptionner tout ce que vous allez lui donner. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, par exemple, lorsque vous venez, par exemple, de construction, vous avez une équipe, mais la première chose, c'est de maîtriser d'abord le contenu et d'avoir en tout cas l'humilité, peut-être si vous ne comprenez pas, d'aller demander à une personne peut-être mieux placée pour vous donner toutes les informations nécessaires. Donc, si vous ne comprenez pas, il faut demander. Je vous prends également l'exemple que vous avez donné où vous venez de prendre fonction, le projet il est complexe et tout. Je pense que nous tous, ça nous est arrivé. Mais l'idée, c'est d'abord de prendre vos marques parce que, et de ne pas être pressé. On a parlé de la patience tout à l'heure. Okay? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de bien maîtriser le contenu et planifier toutes les étapes pour pouvoir arriver à maîtriser tout le contenu, même si dans l'exécution du projet, s'il y a des retards, et qu'après, vous réussissez à rattraper ces retards parce que vous avez pris le temps de comprendre tout ce qu'il faut, ça montre que vous avez eu du leadership parce que vous avez réussi d'abord à maîtriser votre contenu et à amener tous les membres de votre équipe à adhérer à ça. Donc ça, c'est peut-être un exemple que je peux vous donner qui peut ne pas être en tout cas assez exhaustif parce que le cas est très spécifique, donc ça appelle peut-être d'autres éléments qui sont en dehors du leadership, OK? Mais qu'à travers votre leadership, vous soyez en mesure en tout cas d'amener votre équipe à mieux comprendre tout ce que vous avez à faire. Sur la question tout à l'heure
de Pape Matar qui demandait en tout cas un exemple où en tout cas on a manifesté un peu le leadership. Bah, l'exemple que je donnerais peut-être c'est un exemple, disons, très local, hein, avec les jeunes de mon quartier, OK? Où en tout cas, avec les jeunes, par exemple, de mon quartier, il y avait un litige sur le terrain, en tout cas, où les jeunes jouaient. Et donc, il fallait faire une pétition et tout. Mais les jeunes avaient peur. Donc, les jeunes avaient peur, on était tous à l'université et en tout cas, on se disait, mais nous, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Donc, les gens avaient peur d'adhérer. Donc, il n'y avait que les vieux. Donc, moi, j'ai appelé quelques jeunes avec qui je traînais, des amis, on en a discuté. Donc, on a commencé à discuter donc, pour voir un peu quelle serait nous notre posture. Et donc, comme ça, j'ai mobilisé en tout cas quelques jeunes. On était, je pense, une trentaine. On les a tous mobilisés. On est allé voir le chef de quartier. On lui a fait part, nous, de nos attentes. Et exactement, on a pris part en tout cas à ce combat en prenant notre place. Donc, déjà, une chose qui est venue, c'est déjà la crédibilité, en tout cas, qu'il y a eu de pouvoir déjà être entendu par, disons, les autorités, parce que le chef de quartier est une autorité, et de pouvoir être entendu également par le président du conseil départemental et également du maire. Donc, en tout cas, ça montre un certain leadership. Et on a réussi à mobiliser l'ensemble des jeunes à adhérer à ça et à se battre, en tout cas, pour leur terrain. Et aujourd'hui, c'est un combat qui a été gagné. Et c'est, en tout cas, une fierté. Mais dans ce processus-là, il y a eu beaucoup d'éléments, en tout cas, qui ont joué, que ce soit la confiance en soi, que ce soit la responsabilité et tout, parce qu'également notre responsabilité a été engagée. Mais si vous n'avez pas la crédibilité nécessaire, si vous n'êtes pas en tout cas quelqu'un de responsable, si vous manquez de confiance en vous-même, mais même au moment d'aller parler avec les gens avec lesquels vous devez parler, votre confiance, votre attitude en tout cas ne va pas permettre aux gens en tout cas d'être plus réceptifs à ce que vous allez dire. Donc ça, c'est juste un exemple, mais je pense que chacun d'entre vous pourrait donner un exemple où il a manifesté en tout cas son leadership dans un cas ou dans un autre. J'espère avoir répondu aux questions. S'il y a des besoins d'éclaircissement, on peut y revenir. Je pense que Pape Matar est très satisfait, je le vois réagir dans le chat. Alors, il y a une autre question qui a été posée par Lionel Mandry. Il pose la question de savoir, par rapport à la patience, comment le leader fait la distinction entre la mauvaise volonté des membres de son groupe qui ralentit le travail et le fait qu'il doit être patient puisque les gens de son groupe n'ont pas la même compétence. Le slide que je viens que vous voyez, on a mis perspicacité. Et donc, un bon leader, c'est ce qui échappe à la plupart des gens et peut établir les prévisions. La réponse est ça. Parce que vous êtes leader, vous avez souvent disons, ce sixième sens qui vous permet de voir ce que les gens ne voient pas. Parce qu'en fait, votre attitude, en tout cas, à analyser l'ensemble des informations qui gravitent autour de vous, l'ensemble de l'environnement dans lequel vous évoluez vous permet de dire que, ah, j'ai observé telle chose, j'ai vu telle chose, j'ai vu tel comportement. Vous faites l'analyse et vous ressortez avec une conclusion. Même si elle n'est pas vraie à 100%, elle peut être vraie jusqu'à 90%, ce qui vous permet d'anticiper sur ces différents éléments-là. Donc ça également, c'est une qualité de leader. Et en tant que leader, effectivement, vous devez être en mesure de voir ça, même quelle que soit la mauvaise foi des membres que vous avez, parce que ça va arriver. Dans un groupe, vous verrez tout le temps des gens qui sont réticents. Donc, votre leadership doit faire que vous soyez en mesure, en tout cas, de pouvoir identifier ces éléments-là, donc être efficace et de pouvoir, en tout cas, prendre les dispositions qu'il faut avant que, parce que vous avez cette capacité-là à voir ce que les gens ne voient. Merci, Christian. J'espère qu'il répond à votre question. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'appelle MSA. Du coup, je vous invite à vous renommer parce que ça nous facilite quand même ça me facilite le ciblage. Je vous invite, il y a certains qui sont pas encore nommés, je vois Lonovo, etc. MSA, vous pouvez prendre la parole directement, mais du coup, je vous invite à vous renommer. Bonjour, moi c'est Kadiona Thales Ndeki et je veux juste ajouter quelque chose à ce que vient nous dire notre cher Christian par rapport aux qualités. Donc, parlant de ces qualités, j'aimerais bien qu'on ajoute l'écoute active. Je pense bien qu'un leader doit pouvoir écouter son entourage. Voilà. Maintenant, par rapport à une bonne compétence en communication, je dis bien oui, mais par rapport à cette compétence également, là, moi, je vois que parler en équipe, c'est pas trop compliqué pour moi, mais plutôt quand ça devient
de pouvoir parler à un public inconnu, ça devient beaucoup plus difficile. Et je pense bien que ce sont des compétences à développer pour pouvoir avoir toutes ces qualités-là. Voilà. Si vous pouvez bon, me brosser un peu par rapport à ça. Et voilà. Bien sûr, ce que vous dites, c'est tellement important parce que tout simplement, vous avez dit que ça, c'est des qualités qu'il faut développer. Effectivement, vous ne pouvez peut-être pas d'un seul coup vous réveiller et avoir l'ensemble des qualités. Ce n'est pas exhaustif ici, mais vous verrez que chacune de ces qualités peut être améliorée au fur et à mesure. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous développez. Et c'est comme ça que se développe le leadership. Vous n'avez pas un certain niveau de leadership d'un seul coup, mais lorsque vous l'avez, vous cherchez à développer l'ensemble des qualités au fur et à mesure. Et à chaque fois que vous développez ces qualités, vous augmentez votre leadership. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est ça la différence, en fait, entre les différents leaders. Parce qu'ils ont atteint un niveau de maturité sur le leadership, parce qu'ils ont su développer de plus en plus les différentes qualités et compétences d'un bon leader, qu'ils ont plus de leadership que d'autres. Vous verrez dans certains éléments, par exemple, quelqu'un qui vient avec telle situation, il a un problème pour rassembler les gens, pour leur dire de venir, mais vous verrez quelqu'un d'autre, juste une seule parole et tout le monde est là. Parce qu'il a su développer, il a su utiliser le bon mot, le bon ton, la bonne attitude, la bonne posture, tout cet ensemble-là qu'il met en avant pour pouvoir en tout cas amener tout le monde à adhérer à cette cause. Et c'est là la différence entre les différents leaders. Et comme vous avez dit, l'écoute, elle est là. Et même le fait de pouvoir parler à un public inconnu, c'est une compétence. La formation qui a été faite la dernière fois sur la prise de parole en public, c'est une des compétences qu'un leader doit avoir. Donc la prise de parole en public, que ce soit pour un public connu ou non connu, c'est la même chose. Vous devez être en capacité, parce que vous maîtrisez votre contenu, vous êtes à l'aise de pouvoir faire véhiculer ce message avec toute la aise qu'il faut pour pouvoir vous faire comprendre comme il se veut. J'espère que ça répond à votre question. On va poursuivre dans un instant. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais Christian a encore quelques éléments à partager avec nous. Mais on va peut-être prendre une toute dernière question qui a été posée par M. Cheikh. Je pose la question de savoir quelle est la différence entre leader et leadership. Est-ce que Hitler peut être considéré comme un leader? Mais je pense que c'est une question qui challenge un peu l'intervenant de ce jour. Est-ce que Hitler peut être considéré comme un leader? Mais la question initiale qui a été posée, c'est la différence entre leader et leadership. Bon, la différence entre leader et leadership, c'est le leadership pour moi, c'est la manière dont le leader manifeste son leadership. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes leader, ok? Mais leader ne veut pas forcément dire que vous avez tout ce qu'il faut, ok? Vous pouvez être le leader, mais le leadership aujourd'hui, c'est un ensemble de compétences, de qualités, de postures. C'est un tout. Mais aujourd'hui, vous pouvez être leader, par exemple, d'un parti, mais que vous ne détenez pas le leadership. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous pouvez être, par exemple, président de parti, mais que vous ne déteniez pas tout le leadership. Et ça, par exemple, c'est peut-être là la différence qu'il faut faire. C'est comme, en fait, si vous êtes, par exemple, président de l'association, mais que derrière, vous ne soyez pas en mesure de conduire l'association vers où elle veut, alors que derrière, il y a un membre de l'association qui n'est pas, disons, le président, mais qui assure, qui est le leader parce qu'il est président, mais le leadership se manifeste à travers une autre personne. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire la différence, leader, considérez-le comme la personne et le leadership, en tout cas, l'attitude que vous avez et tout le comportement, toutes les attitudes, toutes les compétences que vous allez mettre en avant pour, en tout cas, amener le groupe à adhérer à une cause ou bien à une dynamique. Alors, peut-être je vais continuer, on va conclure cette partie-là sur le leadership en disant qu'un bon leader doit avoir un mélange de ses qualités. Vous ne devez pas nécessairement toutes les posséder, mais vous devriez au moins vous pousser à développer plusieurs d'entre elles. Et c'est ce que disait tout à l'heure un des intervenants, en l'occurrence Kadiona Palesneki, que je salue au passage. Et aujourd'hui, c'est un ensemble de qualités qu'il faut en fait développer. Et les qualités que j'ai partagées tout à l'heure ne sont pas exhaustives. La preuve, vous avez partagé un certain nombre de qualités que doit avoir un leader, notamment la proactivité. Donc, l'ensemble de ces qualités-là doivent être développées au fur et à mesure. Le leadership se manifeste avec différents styles, ok? Mais aujourd'hui, on peut en tout cas voir en tout cas un certain nombre de styles de leadership, ok? On en verra principalement 5 qui nous semblent en tout cas les plus répandus, ok? Et nous allons voir comment chacun de ces styles, autant pour moi, peut se manifester ou bien se matérialiser ou bien quel est le contenu de chacun de ces styles-là. Alors, le premier style qu'on va voir, c'est le style autoritaire.
OK? Le leader autoritaire, qu'est-ce qu'il fait? Le leader autoritaire, lui, il identifie le problème, il envisage les solutions ou bien les alternatives, il choisit l'une d'entre elles, puis il dicte aux personnes ce qu'ils doivent faire. Il repose principalement ses décisions sur son propre jugement. Il attribue les rôles et eux ou non considérer, on dit bien eux ou non considérer ce que les membres du groupe pensent ou ressentent par rapport à la décision, mais il est clair que ces dernières ne participent pas à la prise de décision. Ça, c'est le leader autoritaire. OK? En plus du leader autoritaire, on a le style de leadership persuasif. Le leader persuasif, un peu comme le leader autoritaire, il prend les décisions sans consulter le groupe. Au lieu d'annoncer tout simplement la décision, il tente de convaincre les membres du groupe d'accepter la décision. Il décrit la façon dont la décision correspond à l'intérêt de tout le monde. Ça veut dire qu'il est en train de les convaincre, d'où le nom persuasion. Donc ça, c'est le style de leadership persuasif. Il y a le leadership, disons, participatif. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il donne au groupe la chance de contribuer à la décision dès le début. Donc, avant même de prendre la décision, il consulte le groupe. Il présente le problème et les renseignements pertinents, puis il demande aux membres du groupe de donner leur idée quant à la résolution du problème. Il peut suggérer une solution éventuelle pour faire réagir les membres du groupe. Il choisit la solution que les membres considèrent comme étant la plus prometteuse. Et c'est comme ça que le leader participatif, disons, se comporte. Le leader délégateur, qu'est-ce qu'il fait lui? Il participe aux décisions comme tout autre membre en acceptant à l'avance d'exécuter la décision prise par le groupe, c'est-à-dire qu'il peut ne pas être sa décision. Il encourage le groupe à prendre les décisions. Il permet la reconnaissance individuelle, c'est-à-dire de chaque membre du groupe. Il tend à guider et non à diriger. Donc ça, c'est un style délégateur. Et le dernier style, c'est le style transformationnel. Le style transformationnel, le leader transformationnel, il est charismatique. Il a une vision et inspire les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il cherche à écouter son personnel et à intégrer les idées des autres. Il inspire les autres à mieux travailler. Il prend des décisions d'une manière proactive. Il articule une mission claire et chacun prend en considération et s'efforce de réussir. Donc, voici les 5 styles que nous partageons avec vous. Donc, ça, c'est les styles qui sont les plus répandus. D'accord? Et donc, l'idée ici, c'est vous amener à peut-être vous, en tant qu'individu, à quel moment peut-être vous vous êtes senti avoir, disons, adopté un de ces styles-là en tant que leader dans une situation où est-ce que peut-être vous vous êtes senti, ou bien s'il y a des questions, on peut les prendre après. Des exemples où vous avez adopté un de ces styles-là. Oui, on a 2 mains levées. Maïté, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, moi je dirais le leader délégateur. Okay. Vous pouvez donner l'exemple? En fait, je suis présidente d'une association et moi, ma philosophie, c'est toujours donner du soi-même sans rien attendre en retour et toujours faire participer les membres. Leurs décisions sont primaux par rapport à moi, mes décisions. Donc, à chaque fois, je leur donne l'avantage de choisir selon leur volonté et pas la mienne. Donc, si on doit prendre sur le style, ça veut dire que vous, votre style de dominant, c'est le style délégateur. Donc, généralement, vous déléguez à vos... Super, c'est un très bon exemple. Un autre? Il y a une autre main levée? C'est celle de... L'autre main? Il y avait une main levée? Oui, Oumi? C'est Oumi ou bien c'est une ancienne main? Là, c'est toujours moi. OK. Je dirais leader autoritaire en même temps délégatrice, je ne sais pas si ça se dit. Mais en fait, j'étais également dans le même cas. Hein. J'étais bénévole, enfin volontaire en service civique. Du coup, j'étais la référente de plusieurs étudiantes qui accompagnaient des jeunes pour les aides de devoirs, découvertes culturelles. Et donc, voilà, j'avais comme mission, voilà, de encourager le groupe, enfin, les bénévoles à prendre des décisions pour faire des sorties avec leurs jeunes.
Et autoritaire également parce que je faisais des suivis pour savoir s'ils font, tant pour le jeune et pour la bénévole ou le bénévole, s'ils font bien leur séance d'accompagnement, si tout se passe bien, il n'y a pas eu de retard, etc. Donc, Ok. c'était À quel moment à quel moment vous avez été autoritaire? autoritaire. Par exemple, je vois que la famille me dit que le bénévole ou la bénévole arrive en retard régulièrement chaque semaine. Donc voilà, moi j'appelle pour déjà savoir ce qui s'est passé, avoir sa version. Et ensuite, je lui rappelle ses engagements parce qu'elle a signé un contrat qu'elle devait voilà, honorer. Et donc voilà, il fallait être autoritaire, lui rappeler pourquoi elle s'est engagée sans pour autant la brusquer, je dirais. Ok, d'accord. Oui, merci beaucoup, Mi. Quelqu'un a un autre exemple? Il y a une intervention dans le chat. On a souvent tendance à ne pas considérer le leader autoritaire comme un leader car il n'est pas à l'écoute de sa team. Deuxième question, ça c'est une question qui a été posée par Lionel Manley. Deuxième question posée par Lassina Soro, quel est le bon style qu'un leader doit privilégier? On y reviendra tout à l'heure. Alors, peut-être pour le commentaire de Lionel, ok, effectivement, on a tendance à ne pas le considérer comme un leader car il n'est pas à l'écoute de sa team. Et ça, ce sont des caractéristiques, le style. En fait, on n'est pas un leader autoritaire, bien on n'est pas un leader participatif. On a un style dominant. Pour répondre toujours à la deuxième question, donc c'est un mélange, en fait, de différents styles selon chaque situation. Et vous verrez que selon les situations, vous devrez adopter le style autoritaire, ou bien le style persuasif, ou bien le style tel, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un leader autoritaire qui est tout le temps autoritaire. Ça, ce n'est pas le leadership, c'est un style que vous adoptez pour un moment donné parce que la situation requiert cela. Et à un autre moment, vous allez adopter un autre style parce que justement, la situation permet d'utiliser ce style-là et c'est ce style de leadership qui va permettre d'atteindre votre objectif. Parce qu'en tant que leader, lorsque vous amenez un groupe, l'idée, c'est d'atteindre l'objectif. Donc, vous adopterez le style le plus adéquat selon vous, votre, disons, sensibilité à la situation, qui va faire que vous allez être plus à même de choisir, selon la situation, tel ou tel autre style. Et en fonction même de l'évolution d'une situation, vous pouvez être un leader, par exemple, délégateur, persuasif, et en fin de compte, parce que la situation a tellement retardé que vous utilisez un style autoritaire. Bon, maintenant, plus de chichi, on ne fait plus ça. Faites-moi ça, faites-moi ça, faites-moi ça. Parce qu'en ce moment-là, peut-être vous vous dites que vous êtes en train, vous avez des délais, vous êtes en retard, et là, vous utilisez un style autoritaire parce que c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Il y a une main levée de maman, je crois, maman Ndiaye, oui. Oui, merci beaucoup, monsieur. Je voulais juste revenir sur le style autoritaire parce que des fois, on a tendance à confondre ça. C'est pas toujours bien d'être autoritaire, mais en tant que leader, il faut savoir à quand être autoritaire. Parce que des fois, on est amené à peut-être diriger des groupes qui sont plus ou moins fainéants. Quand vous n'adoptez pas le style autoritaire de temps en temps, ça peut retarder votre travail. Et le groupe va tomber plus ou moins. Donc, c'est bien des fois d'être autoritaire, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le style autoritaire ne peut pas toujours prévaloir sur les autres styles. En tout cas, Tout à c'est fait. important d'être autoritaire des fois. Tout à fait. Et donc c'est là où il est important de préciser que selon chaque situation, vous adoptez un style X ou un style Y. Ça répond à la question tout à l'heure qui disait quel style on doit utiliser voilà, en tant que leader. Donc, euh, on a ces différents styles-là. Donc, on va voir ensemble dans quelle situation est-ce qu'on utilise tel autre style, parce que c'est important de savoir. Okay? Donc, le style autoritaire et le style persuasif sont les styles les plus efficaces ou répandus lorsqu'on est dans des grands groupes. Dans des groupes passifs, quelqu'un a parlé tout à l'heure de groupes fainéants, bon, je dirais plutôt passifs, OK? Où les gens ne sont pas tout à fait prompts à aller à l'action. Dans les groupes qui se rencontrent rarement, ou bien lorsqu'on doit prendre une décision rapidement, ou qu'une date limite doit être respectée. Donc, dans ces cas de figure-là, sans être exhaustif, on peut adopter le style autoritaire ou bien le style persuasif parce que cela va permettre au groupe ou bien en tout cas à l'équipe d'atteindre son objectif. Le style participatif est un style, en tout cas, de leadership qui est plus efficace dans les grands groupes, dans les groupes motivés et dans les groupes organisés.
Donc là, ça peut, selon les situations et selon les membres du groupe, si vous avez un groupe motivé, un groupe organisé, même si c'est un grand groupe, ça peut être un style qui peut vous permettre en tout cas d'atteindre votre objectif si l'ensemble des différents membres du groupe, en tout cas, sont assez bien organisés et ont la motivation qu'il faut pour contribuer à l'atteinte de l'objectif. Le style délégateur est plus répandu ou efficace, en tout cas dans les petits groupes, dans les groupes très motivés et qui ont besoin relativement d'indépendance. Dans les groupes où les membres ont des connaissances, les connaissances pour moi et l'expérience nécessaire pour régler le problème. Ça veut dire que si vous êtes leader, vous êtes dans un groupe d'experts, ils ont la solution, ne vous mettez pas à la place des gens parce qu'ils ont l'expertise, ils ont l'expérience, ils ont toutes les connaissances qu'il faut pour régler le problème. Vous les déléguez, ils règlent le problème. Dans les groupes qui peuvent faire face à un environnement moins structuré, il pourrait y avoir peut-être beaucoup de remue-ménage, laisser des différentes approches en changeant la direction selon les besoins. Et dans les groupes où les membres s'attendent à partager la prise de décision. Effectivement, si vous êtes dans un groupe, en tout cas, comme on dit, mais c'est comme si plusieurs leaders se retrouvent dans un seul groupe, mais il faut qu'il y ait un leadership qui se dégage. Et c'est là où, en fait, le style délégateur peut être pertinent parce que chaque membre du groupe va devoir prendre une partie de la décision. Et donc, le style délégateur pourrait être approprié dans cette situation-là. Et vous pourrez en tout cas donner à chaque membre du groupe sa place parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer cela. Le style transformationnel donc, est plus répandu dans les petits groupes pour améliorer le moral, la performance et la motivation de ses membres dans des groupes qui font face à un changement ou bien dans des situations où créer une culture de confiance et d'innovation pour bénéficier à un groupe ou à une organisation. Donc, le leadership transformationnel va beaucoup plus vers la transformation de la communauté ou bien de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, voilà un peu en résumé quelques situations dans lesquelles vous allez adopter tel ou tel autre style. Et ça répond également à la question de Lionel tout à l'heure qui demandait à quel moment on va utiliser tel style ou quel style est plus approprié que l'autre. Donc, en résumé, on peut retenir qu'il n'y a pas un style, en tout cas, qui est meilleur que tel autre style. Selon la situation, vous adoptez un style de leadership. Maintenant, chacun peut avoir un style dominant selon sa personnalité, mais ce style dominant ne doit pas en tout cas faire, disons, noyer tous les autres styles. Vous devez être en mesure de développer la capacité à utiliser les autres styles selon les situations. Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien les gens sont en train de dormir. Ou bien ça a été très clair, parce que je pense que je vois M. Chef qui intervient dans le cadre pour dire que merci beaucoup, les explications sont très claires. Mais on est là pour ça. Christian l'a dit, n'hésitez pas, c'est le moment de poser des questions, d'interagir. Je pense qu'il y a même des experts qui sont parmi nous ce matin. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, parler, partager votre expertise. Contribuer, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Christian, tu reçois beaucoup d'éloges. Merci beaucoup déjà. Mais du coup, peut-être si je peux me permettre, Christian, de te poser une question, parce que très souvent, ça revient aussi. Est-ce que c'est le fait d'avoir ce style de leadership-là, c'est des dispositions naturelles chez certains, ou c'est plutôt une situation dans laquelle parfois on se supplie pour adopter un style de leadership? Parce qu'il y a des gens qui sont bien et qui sont automatiquement, naturellement, un style de leadership et pas un autre, ou bien le leader, c'est celui qui prend conscience de la nécessité d'adopter un style selon les situations. Alors, il y a une part des deux, OK? Il y a une part, certains, vous verrez que c'est ce qu'on appelle les leaders naturels, OK? Vous verrez des gens qui, naturellement, peut-être sans effort, auront cette capacité-là à drainer les foules, à mobiliser, à avoir toute cette bienveillance-là qu'on attend d'un leader. Mais vous verrez également d'autres situations où la personne travaille sur son leadership, acquiert un certain nombre de compétences, de qualités qu'il développe pour pouvoir asseoir son leadership. Mais selon les situations, même les leaders naturels renforcent ces différentes capacités. Et selon la situation, si aujourd'hui, par exemple, il se rend compte que, par exemple, tel style ne fonctionne pas dans cette situation-là, il peut, s'il a toute l'humilité nécessaire, retourner en arrière, renforcer ses compétences et adopter et apprendre à développer un autre style. Donc ça fait partie des compétences des leaders, mais effectivement, il y a une partie
de naturel qui vient parce que c'est inné chez certains, d'avoir ce leadership-là, mais chez d'autres, vous verrez que ce sera un travail beaucoup plus approfondi, beaucoup plus scientifique, qui leur permet en tout cas de devenir un leader. On ne dira pas que tel type de leadership naturel ou non naturel est meilleur, non, mais on dira juste que c'est des leaders. Certains ont des prédispositions naturelles, d'autres ont fait un travail sur eux-mêmes, un travail très approfondi, disons un renforcement qui leur permet de pouvoir se dire leader et de pouvoir en tout cas manifester ce leadership dans leurs actions de chacun. Excellent, excellent. Merci, Christian. À présent, moi, j'ai fait ma part, hein, comme on dit. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent aussi faire leur part dans le cadre de cette session? C'est extrêmement important de tout simplement intervenir, de partager des astuces, des techniques, des expériences que vous avez rencontrées dans le cadre de la thématique qui nous réunit ce matin. Sinon, si on est efficace, les 11h05, s'il n'y a plus de questions et qu'on sent que voilà, les choses ont été évacuées, on peut continuer. Christian a d'autres éléments éventuellement à partager avec vous. Merci Bonjour. beaucoup. Oui, bonjour. Voilà, donc je voulais juste M. Ndour nous parle d'une chose, de la relation entre ce que l'enfant a eu à vivre dans son enfance et ce qu'il devient en termes de leadership. Ça, c'est une excellente question. Merci beaucoup. C'est Thalès qui a posé la question, j'imagine. Hein? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, OK. Alors, effectivement, on parlait tout à l'heure de leader naturel et de leadership, en tout cas, qui a été développé, disons, au cours des années avec les différents apprentissages. Mais effectivement, tout est lié à peut-être disons, une éducation, à, disons, tout ce qu'on a vécu avec l'enfance. Et aujourd'hui, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que l'enfant a des stades de développement. Okay? Et à chacun de ces stades de développement de l'enfant, il y a un renforcement qu'il doit faire. Maintenant, selon que l'enfant a été renforcé parce que jusqu'à 6 ans, l'enfant, disons, est en train de construire sa personnalité, ça veut dire que pendant toute cette période-là, on doit aider l'enfant à développer ce leadership-là jusqu'à 6 ans. C'est-à-dire de 0 à 6 ans, l'enfant construit son identité. Il construit sa personnalité. Et donc, ce ne sont pas des moments où on doit, en tout cas, disons, inhiber la curiosité de l'enfant. Parce que naturellement, généralement, on dit l'enfant laisse, dans stop et tout. Mais généralement, on sait que cette curiosité de l'enfant-là, c'est une forme d'intelligence. Et cette forme d'intelligence peut revêtir un certain nombre de compétences en leadership. Et même, vous le voyez dans des groupes d'enfants. Vous voyez souvent des enfants qui, dans un groupe, lorsqu'ils appellent tout le monde, par exemple, je prends le cas de jeunes garçons qui vont au terrain de foot. Il y a des jeunes, lorsqu'ils appellent pour aller jouer, tout le monde vient. Il y a d'autres, lorsqu'ils appellent, les gens viennent difficilement. Parce qu'il y a ces prédispositions. Et ça, c'est l'environnement dans lequel grandit l'enfant. Effectivement, il est important parce que ça permet à construire sa personnalité. Et cette personnalité peut-être renforce ou réduit sa confiance en soi. Et l'une des qualités, disons, que je dirais reconnues pour tous les leaders, c'est leur confiance en soi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Donc aujourd'hui, cet environnement dans lequel grandit l'enfant, toute la personnalité qu'on l'a aidé à construire pendant son enfance, constitue un élément important à son devenir. Et on sait tous qu'aujourd'hui, nous sommes tous la résultante de notre enfance et peut-être il peut y avoir des exceptions parce que ça peut être très difficile en tout cas de se relever en tout cas disons, de choc ou bien d'un traumatisme au moment de l'enfance. Mais oui, c'est bien possible parce qu'aujourd'hui, effectivement, un ensemble de dispositifs peuvent être mis en place pour accompagner les enfants ou bien des jeunes pour pouvoir, disons, ressurgir, relever en tout cas la tête face peut-être à certaines situations qui les ont traumatisés et qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils puissent s'affirmer et manifester le leadership. Donc, il y a peut-être une petite relation à mettre là-dessus. Je n'irai pas jusqu'à dire que peut-être que tout le leadership se construit là-bas, mais il y a une partie, en tout cas, qui commence à, en tout cas, naître là-bas et très tôt, vous pouvez déceler certains enfants, vous décelez certains comportements qui manifestent dans le leadership, même étant enfant. Et être leader, ça ne veut pas dire que vous êtes adulte, que vous êtes jeune, non. Un enfant peut manifester son leadership dans son groupe ou même peut-être au-delà, sur un peut-être groupe beaucoup plus large. J'espère que ça répond à votre question. Merci, merci, M. Ndour. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Sinon, on peut avancer, hein. Oui. Ah. On a parlé de leadership, OK? Et quand on parle de leadership, ça veut dire que vous n'êtes pas seul dans votre coin, vous n'êtes pas, disons, seul dans l'environnement où vous êtes le leader, OK? Ça veut dire que vous êtes dans un environnement avec plusieurs personnes, OK? Donc là, on va voir ensemble la coopération en groupe et le travail d'équipe, OK? Ou comment est-ce que le leadership peut se manifester dans ce cas de figure, la coopération en groupe, le travail d'équipe? Parce qu'il faut beaucoup de leadership quand même pour pouvoir travailler en équipe. Alors, je suis à votre écoute. Quelles sont les caractéristiques que vous devez avoir, par exemple, pour être un membre d'équipe efficace? Parce que quand on parle de membre d'équipe, il faut quand même que chaque personne qui est dans l'équipe puisse contribuer de manière efficace. Alors, pour vous, quelles sont les caractéristiques, en tout cas, qu'un membre d'équipe efficace doit avoir, selon vous? Je suis sûr que vous le savez, parce qu'on a beaucoup de membres d'équipe efficaces ici, donc je ne doute pas qu'on puisse trouver en tout cas, toutes les réponses chez vous. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Allô? Oui. Ok, merci beaucoup. Moi, ce que je sais par rapport aux caractéristiques d'un leader dans ce groupe, dans le cadre de la coopération en groupe et le groupe d'équipe, je pense qu'il est important qu'on ait le respect mutuel qu'on doit développer au sein du groupe. On respecte aussi l'opinion des autres dans le travail d'équipe. Respecte l'opinion des autres? Oui. Très bien. Oui. À d'autres? Oui, parce que nous sommes dans un groupe et on doit accepter les gens avec leurs différences, oui. On doit être humble, selon moi. L'humilité, oui. Fatimata parle de l'écoute. Effectivement, l'écoute, l'humilité, oui. D'autres exemples? Je suis sûr que les réponses sont avec vous, il faut les partager. Éviter la procrastination, oui. Moi, je crois que c'est déjà avoir l'esprit coopératif, engagé, toujours prendre en compte les suggestions des collègues. Très bien. Quelle que soit leur qualité, en fait. Très bien. Que ce soit bon, Prendre les avis mauvais. des autres. Prendre les avis des autres. Voilà, c'est ça. Super. L'autre caractéristique, dynamique. Merci Fatou. Disponible. Disponible. Oui. Avoir l'esprit d'écoute. Merci Saliou. L'honnêteté. Honnêteté, oui, parce que vous êtes dans une équipe, il ne faut pas se cacher les choses. Oui. L'autre. Crédible. Je dirais Crédibilité. donner de soi-même. Donner de soi, tout à fait. Ça commence à être très riche. Quoi d'autre? Faut être visionnaire. Visionnaire, oui. Super. Donc, vous voyez que être tolérant, être patient, oui. Je parle Proactif, solidaire, oui. D'être méthodique, oui. Super. Oumitare parle d'avoir l'esprit d'équipe, le respect, éviter tout ce qui vient mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe, tout à fait. Donc, être positif, être compatissant, je dirais même empathique. Oui, compatissant, empathique, tolérant, super. Exemplaire. Exemplaire. Donc, voilà tout ce qui est tolérant. Donc, voilà un peu tout ce qui fait le charme en tout cas de cette équipe-là, parce que vous avez différentes personnalités, vous avez différentes ressources, différentes connaissances, différentes expériences, différentes expertises, OK? Et ça doit en tout cas servir le groupe. On va juste voir quelques éléments que j'ai notés et qui sont enrichis déjà parce que les éléments que vous avez soulevés, en tout cas, font montre en tout cas de tout ce dont on a besoin pour avoir un membre d'équipe efficace. OK? Donc, un membre d'équipe efficace et coopératif, il doit interagir avec les autres et les inclure d'une manière courtoise, respectueuse et honnête. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, c'est comme ça qu'un membre d'équipe efficace doit se comporter. Il doit respecter la diversité d'opinions, de culture, d'appartenance ethnique, de genre. Il négocie et discute des idées tout en étant flexible pour répondre aux objectifs du groupe, effectue les tâches identifiées pour atteindre les objectifs du groupe,
Maîtriser ses émotions, c'est important. Ses pensées, ses sentiments et les garder sous contrôle pour le bien du groupe. Toujours rester dans l'intérêt du groupe. Et enfin, aider le groupe à la résolution, à résoudre un conflit s'il se présente afin d'atteindre les objectifs. Donc, ça veut dire que ça regroupe un peu tout ce que vous avez dit. Et là, peut-être la question que je vais poser, c'est à quel moment vous avez eu un comportement contraire à ça? Parce que sûrement, c'est arrivé. J'aimerais bien des exemples et ça nous permet en tout cas d'utiliser l'effet contraire pour pouvoir aller sur ce que nous devons éviter. Qui a une fois été en tout cas dans une posture, dans un travail d'équipe et a adopté un style contraire, un comportement ou bien avoir une attitude contraire à tout ce qu'on vient de dire. Je peux partager ça. C'est pas facile, mais je pense que ça nous est tous arrivé. Ce n'est pas une confession, hein? Mais quand même, c'est un partage d'expérience et souvent, il nous arrive souvent d'avoir de très mauvaises expériences. Mais ces expériences-là doivent être des leçons sur lesquelles nous devons nous appesantir. On tire les leçons et on essaye de corriger pour éviter les prochaines fois. Est-ce que quelqu'un veut partager une mauvaise expérience dans ça? Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais partager une expérience, comme vous dites, Oui, en Fat. travail de groupe. Mhm. Le fait, en général, qu'on ne se maîtrise pas vraiment et qu'on n'accepte pas vraiment les idées des autres, Mhm. ça peut pousser à s'énerver et très vite. Mhm. Ça nous est une fois arrivé, moi, en l'occurrence, en travail de groupe, la dame, elle était en train de discuter de films alors qu'on avait un devoir à rendre. Mhm. J'ai essayé maintes fois et maintes fois de l'amener à notre sujet, mais non seulement elle était en train de manger, mais aussi de parler de films, alors que nous avions un devoir à rendre. Eh? Et ça m'a vite énervée et Mhm. je lui ai crié dessus et le professeur est venu. OK, Et d'accord. il a pu régler la situation en l'excluant du groupe, mais bon, c'était quand même une expérience assez gênante vu que je me suis très vite emportée devant toute la classe. OK, Oui. d'accord. Alors, je vais prendre le dernier élément qu'on a partagé. Il aide le groupe à résoudre un conflit. C'est un conflit Mhm. parce qu'elle n'est pas en train disons, de faire ce qui est dans l'intérêt du groupe. Elle n'est pas Mhm. concentrée à la tâche. Donc, en tant que Mhm. membre du groupe, vous, votre rôle, vous devez en tout cas aider les autres à effectuer les tâches qui vous permettent d'atteindre l'objectif du groupe. Et peut-être, si aujourd'hui, par exemple, vous retrouvez dans cette situation à nouveau, comment est-ce que vous allez faire? Et c'est ça qui est important. Mhm. Si je me retrouve dans la même situation, Une nouvelle fois, oui. déjà je vais plus crier. Très bien. Je vais l'inviter de nouveau soit à participer aux tâches, Mhm. soit de quitter le groupe. D'accord. Et vous pouvez aussi lui dire, par exemple, vous êtes en travaux de groupe, vous dites, on a 30 minutes, on a 45 minutes. Tu peux lui dire de manière très courtoise et respectueuse, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se concentrer pendant 30 minutes? À la pause, on s'assoit, tu nous expliques tout le film et tout ce qu'il y a. Ce qui fait qu'on peut terminer ça et après on va écouter ton film. Est-ce que tu es d'accord? Et c'est bon toujours souvent d'avoir son approbation. Essayez une fois, une deuxième fois. Et ensuite, peut-être si après 3 fois ça ne marche pas, là, vous pouvez adopter peut-être un style très supérieur. Il dit maintenant, tu arrêtes, c'est fini. Et donc, c'est pas tout de suite une seule chose qui va peut-être permettre de régler la situation, mais c'est d'essayer une solution. Et en fait, on le verra tout à l'heure dans la résolution de problème. Vous essayez une solution. Si ça ne marche pas, vous essayez une autre. Si ça ne marche pas, vous essayez une autre jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution. Et en fait, c'est souvent difficile parce qu'il arrive souvent que vous êtes dans un groupe où il y a des gens qui ne participent pas à l'atteinte de l'objectif, ou bien qui sortent carrément du cadre du travail du groupe et donc qui ne contribuent pas à l'atteinte de l'objectif. Mais en vous emportant, en ne manifestant pas assez de patience ou de leadership pour pouvoir ramener la personne à la table, ben, vous ne faites qu'enfoncer. Parce que, en fait, cette personne-là, elle est renvoyée, peut-être qu'elle aura une très mauvaise note et sera peut-être même sanctionnée par le professeur. Il y a déjà une première sanction avec l'exclusion du groupe, mais c'est des éléments peut-être qui ne vous honorent peut-être pas. Et c'est pourquoi peut-être aujourd'hui, ça devient une mauvaise expérience. Et c'est déjà bien de savoir que demain, si la même situation se présente, vous aurez une posture différente, une attitude différente. Et c'est ça qui va développer votre leadership
et vous donnez plus de crédit auprès peut-être de vos collaborateurs, de vos amis ou bien des différents membres de votre équipe. J'ai vu qu'il y avait deux autres mains levées, oui, Boubacar et ensuite Mi. Boubacar d'abord. Oui. Voilà, j'ai vécu un cas, je vais relater, voir est-ce que cela correspond un peu à l'exemple que vous demandez. Et une fois dans un village, on était allé en mission. Puis il y avait une session de formation. Et la thématique ce jour-là parlait un peu changement des normes sociales. Bon, j'ai vu un groupe de personnes les gens ont mis la bâche à terre. Il y a un groupe qui était arrêté sur la bâche. On a demandé l'exercice, c'était comment tourner cette bâche et que personne ne met son pied à terre. Ils sont arrêtés sur la bâche. Maintenant, j'ai vu, il y avait tellement de discussions. Chacun parlait par-ci, par-là. Il n'y avait pas d'écoute. Chacun se sent comme un leader. Il y avait même des discussions, des bousculades. Maintenant, finalement, parmi eux, il y a quelqu'un qui a parlé et dit, on peut s'écouter, s'il vous plaît. Chacun maintenant est resté. Ils ont écouté sagement cette personne. Il a donné des orientations et effectivement, les orientations qu'il a données, chacun a respecté ça. Ils sont parvenus à renverser la bâche sans que leurs pieds ne touchent le sol. Donc, c'est pour dire que quand on est dans un groupe, il faut toujours qu'il y ait un guide, un leader qui doit être écouté. Et il met ses idées et qui doivent être accompagnés par les autres membres du groupe. Voilà l'exemple que j'ai vécu dans un village. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bogar. C'est un excellent exemple. Et ça, c'est un exercice que l'on fait souvent quand on fait la formation sur le leadership, la collaboration, le travail d'équipe. Et c'est un exercice très pratique. Si, par exemple, cette formation était en présentiel, c'est un exercice qu'on aurait fait. Parce que tout simplement, et là, vous verrez que dans le groupe, le leadership va se dégager, mais également, ils vont apprendre à travailler ensemble, à supporter les uns les comportements des autres, à se supporter mutuellement parce qu'il y a un objectif commun qui est là. Et donc, c'est un exemple parfait de la collaboration, en tout cas du leadership qui se manifeste dans un travail d'équipe. Merci beaucoup, Aboubacar, pour cet exemple. Oui, il y avait une autre main, Babouka. Il n'y avait pas une autre main levée? OK. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Si c'est bon, on peut continuer. Donc, vous voyez un point. Donc, le leadership se manifeste, en tout cas, dans le travail d'équipe et dans la collaboration. Et donc, ça, c'est un ensemble, en tout cas, d'éléments qui peuvent aider lorsque vous êtes en équipe. Donc, ayez toujours à l'esprit que lorsque vous êtes vraiment dans un groupe ou dans une équipe, vous avez, en tout cas, une certaine responsabilité en tant que membre du groupe et vous devez contribuer à ce que chaque membre de l'équipe puisse faire ce qu'il doit faire au moment où vous êtes en train de travailler et se concentrer sur l'objectif. J'ai terminé tout à l'heure un des comportements, par exemple, aider le groupe à résoudre un conflit, s'il y en a, afin d'atteindre les objectifs. On va voir, parce que résoudre un conflit, c'est souvent difficile et ça requiert en tout cas beaucoup de tact et beaucoup de sensibilité. Donc là, le processus de résolution de problèmes, il est souvent, c'est un problème auquel on fait souvent face, ok? Donc souvent, quand on est dans un groupe ou bien lorsqu'on travaille en équipe, on fait face à des problèmes, mais il faut les résoudre. Et en tant que leader, vous devez être en mesure de pouvoir résoudre ces problèmes-là, en tout cas, de y faire face et apporter des solutions. D'accord? Donc, quelles sont les différentes étapes dans la résolution de problème? Parce qu'il y en a, on en a retenu à peu près 5, OK? Et la première étape, c'est vraiment la définition du problème. Ça veut dire qu'il faut mettre ses émotions de côté et présenter le problème avec les faits et non l'émotion. Présenter les faits, ça veut dire que vous devez définir d'abord le problème, savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? OK? Ensuite, vous devez chercher la bonne information sur le problème. D'accord? Collecter les bonnes informations sur le problème. Au travail, s'informer auprès des superviseurs et des collègues, des documents écrits, etc. Donc, troisièmement, offrir de nombreuses idées sur la façon de résoudre le problème.
là, c'est la recherche des solutions. Il y a souvent plus d'une solution. Pas se cantonner et se dire seulement il y a une solution, mais on liste un ensemble de solutions. Et après, à la quatrième étape, on choisit une solution. Elle doit être acceptable pour toutes les parties concernées. Parce que si la solution que vous proposez, si vous choisissez une solution que les parties n'acceptent pas, elle va être difficilement opérationnalisée parce que tout simplement, les différentes parties n'adhèrent pas à ce choix-là que vous avez fait. Donc, assurez-vous, lorsque vous choisissez une solution pour la résolution de problèmes, que ce choix-là, que cette solution-là soit adoptée par tous. Et ensuite, mise en application de la solution. Donc, vous adoptez la solution, vous l'appliquez. Donc, si la solution, par exemple, c'est de dire à tout le monde, ainsi de suite, voici l'action qu'il faut mettre, on applique la solution, tout le monde met en œuvre. Et enfin, on évalue la solution pour voir maintenant si le problème est résolu. Maintenant, ici, c'est important. Lorsque le problème est résolu, tant mieux, là, le processus s'arrête. Mais lorsque le problème n'est pas résolu, cela veut dire qu'il faut revenir sur les solutions que nous avions préconisées sur la base des solutions que nous avions prévues. On avait choisi une, elle n'a pas marché, on choisit une autre. Et ensuite, on met ensuite en application et ensuite, on réévalue pour voir si et on continue ainsi jusqu'à ce que le problème soit résolu. Est-ce que tout le monde comprend ces différentes étapes-là de résolution du problème? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions à une des étapes? Allô? Oui. Si je comprends, la troisième étape, offrir de nombreuses idées sur la façon de résoudre le problème. C'est ça, comme si vous parlez un peu de la planification de la solution. Je ne sais pas si je comprends. Non, là, c'est au moment où vous êtes en train de répertorier quelles peuvent être les solutions. D'accord. Maintenant, lorsque vous répertoriez les solutions, c'est pourquoi je précise, vous en aurez souvent plus d'une, OK? Il peut y avoir 5 solutions, 6, 7. Vous les répertoriez tous et vous choisissez une solution à laquelle tout le monde adhère. Et vous, dans la mise en application de la solution, c'est là où vous avez la planification et la mise en œuvre. Et généralement, c'est automatique. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a une autre question sur une des autres étapes? Bonjour. Moi, est-ce que... Oui, allez-y. Donc là, j'aimerais bien que vous nous dites, par rapport à la collecte d'informations et à la recherche de solutions, quels sont les outils que vous utilisez pour pouvoir y parvenir? Les outils? Oui. Pour la collecte d'informations? Oui, pour la collecte d'informations par rapport à la résolution des problèmes. OK. Tout dépend de où vous vous trouvez dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez d'abord. Ça, c'est une première chose. Et disons, si c'est par exemple un milieu professionnel, référez-vous généralement à votre superviseur si votre superviseur n'est pas impliqué dans le problème. Ça, c'est une chose. Dans la collecte des informations également, il peut s'agir de documents, de mails, si par exemple c'est dans une situation en tout cas professionnelle et que vous avez besoin de vous référer à des documents. Donc ça également, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. S'il y a par exemple des divergences sur tel aspect, sur par exemple des aspects contractuels, vous vous référez au contrat. Et donc, cette revue documentaire, ça peut également être peut-être au-delà d'une revue documentaire. Ça peut être juste, disons, des entretiens pour discuter avec des gens, ainsi de suite, mais tout en restant objectif. C'est-à-dire en se basant sur les faits, sans parti pris. Donc ça, c'est fondamental dans la résolution de problèmes. Et je fais le lien tout de suite avec la question qu'a posée Lionel. Comment on arrive à mettre ses émotions de côté face à un problème? Ça, c'est une très bonne question et c'est très difficile. Ce n'est pas souvent possible, mais c'est un exercice que l'on doit faire régulièrement. Ça veut dire, le premier travail, c'est la maîtrise des émotions. Souvent, quand il y a problème, c'est de ne pas réagir tout de suite. C'est de prendre le temps d'accepter d'abord la situation et de pouvoir ne pas être très réactif, c'est-à-dire ne pas réagir sur la base de ses émotions, mais réagir sur la base des faits, sur la base de ses valeurs, de ses principes. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un vous insulte, vous êtes tenté automatiquement de répondre. Mais au lieu de répondre, en vous référant à vos valeurs, vous prenez juste une petite distance, vous pouvez dire, moi, mes valeurs, ou bien par principe, je n'insulte pas. Ne serait-ce que ça vous permet déjà d'avoir cette distance-là avec les émotions et de prendre le temps qu'il faut. Généralement, le conseil que l'on prend, c'est de ne pas réagir à chaud. C'est d'attendre de prendre le temps, vraiment de pouvoir d'abord maîtriser tout le contour et de pouvoir, en tout cas, accepter d'abord la situation intérieurement. Buvez de l'eau, respirez, écoutez de la musique. Faites quelque chose qui vous détend. D'abord, après, maintenant, vous pouvez réagir. OK?
Donc, ce qu'il faut forcément éviter, c'est la réaction à chaud parce que c'est catastrophique et c'est là où vous réagissez généralement selon vos émotions. Oui, d'autres questions? Est-ce que c'est clair d'abord pour les deux réponses que j'ai données? Sinon, on peut toujours revenir. Oui, il y a Oumi qui fait une suggestion. Généralement, il y a un cahier de charge pour avoir des informations. Effectivement, si vous êtes dans le cadre d'une chaîne documentaire, vous avez par exemple les cahiers de charge qui peuvent vous aider à avoir les références. Merci Lionel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les différentes étapes? Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Alors, lorsqu'on applique maintenant ces différentes étapes, bah, en parlant de la solution qu'on va adopter, on a parlé de mise en place de la solution. La solution, elle doit répondre à un certain nombre de critères. Pour moi, la solution, elle doit être réelle. Quand je dis réelle, je fais référence à réaliste, efficace, applicable et logique. D'accord? Réaliste, pourquoi? Parce qu'elle est applicable non seulement en théorie, mais aussi en pratique. On ne doit pas juste donner une solution comme ça et qu'on le dit comme ça en théorie, mais que dans la pratique, on ne puisse pas l'appliquer. Donc ça, c'est fondamental. Donc ça veut dire que la solution qu'on va proposer, au-delà d'être acceptée par tous, doit être une solution réaliste. Réaliste, elle doit être efficace. Ça veut dire que la solution proposée doit être une réponse au problème et non tourner autour du problème. Elle doit être une réponse au problème. Aujourd'hui, lorsque vous proposez une solution, généralement, on peut se rester là à tourner autour du pot parce qu'on n'a pas, peut-être pour des questions de sensibilité, pour des questions d'ego, on n'attaque pas le problème directement, on tourne autour. Donc ça ne va pas répondre aux critères d'efficacité pour la solution. Donc la solution, pour qu'elle soit efficace, elle doit exactement répondre au problème posé. Ça veut dire qu'il faudra définir clairement le problème et pouvoir s'attaquer à lui. Donc, la solution doit être également acceptable, c'est-à-dire qu'elle est acceptée par tous ceux et celles qui sont impliqués. Tous les protagonistes doivent accepter le problème. Parce que tout simplement, lorsque la solution n'est pas acceptée par les différents protagonistes, au moment d'exécuter cette solution, vous aurez des gens qui sont réfractaires à cette solution-là parce qu'elles n'ont pas été d'accord. Et lorsqu'elles ne sont pas d'accord, elles peuvent en tout cas poser des problèmes, ce qui ne va pas aboutir à une résolution de problème. Sorry. Qui ne va pas aboutir à une résolution de problème. D'accord? Donc, aujourd'hui, la solution proposée doit être également logique parce qu'elle repose non sur l'émotion, mais elle est juste. Donc, cet ensemble-là de réel, que ça soit réaliste, efficace, logique et acceptable, doit vraiment être des éléments qui guident notre solution. Et peut-être juste un autre élément pour le critère acceptable. Pour que, disons, la solution soit acceptée par l'ensemble des protagonistes, il faut les mettre ensemble, à une étape, pas tout de suite. Mais à un moment donné de l'étape, lorsque vous faites le recueil des informations et tout, au moment de confronter, et après peut-être vous avez les différentes parties, chaque partie doit dire, OK, je suis prêt à faire un pas. Et vous proposez la solution et les deux parties s'engagent à aller vers cette solution-là. Lorsque les deux parties s'engagent à aller vers cette solution-là, vous avez l'adhésion des différents protagonistes. Et l'adhésion de ces protagonistes, en tout cas, vous donne du crédit, elle va donner du crédit, en tout cas, à la solution que vous allez proposer. Et les différents membres, en tout cas, concernés, vont, en tout cas, se battre et, disons, agir pour que la solution soit adoptée et pour qu'une solution soit enfin trouvée. Donc, voilà un peu les quelques critères sur lesquels nous allons nous baser pour pouvoir trouver une solution qui soit vraiment efficace, réaliste, acceptable et logique pour notre problème et qui va nous permettre de la résoudre de manière vraiment durable. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur les différents critères pour la solution ou les solutions proposées? C'est bon? OK. Donc, on continue. Donc, quelques conseils, hein? Juste quelques conseils. D'habitude, ces conseils-là, c'est en fait des choses qu'on doit avoir à l'esprit lorsqu'on est dans le processus de résolution de problème. OK? C'est qu'il existe parfois plus d'une solution à un problème. Ça veut juste dire que lorsqu'on a un problème, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule solution. On peut avoir un problème, 3 solutions, 4 solutions. Donc, ne pas se cantonner à un problème, une solution. Parce qu'un problème peut avoir plusieurs solutions.
Donc, soyez plus ouverts aux différentes possibilités. OK? Que ce soit vos expériences, votre culture ou votre vécu auront une influence sur les solutions qui peuvent vous venir à l'esprit. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre également souvent du recul et vos expériences, effectivement, que vous avez vécues, votre culture, votre éducation, écoute, ça vient, en tout cas, influer les solutions que vous aurez à l'esprit. Et c'est clair, c'est tout à fait normal. Il faut éviter souvent de formuler des hypothèses, OK? Pas d'ici, pas d'ici. Basez-vous uniquement sur les faits et mettez en place des solutions vraiment efficaces, donc qui vont vraiment répondre aux problèmes. Ce qu'il ne faut également pas faire, c'est d'abandonner. Vous aurez souvent, c'est comme la solution que vous avez mise en place, OK, qu'elle a échoué, mais dans la base de données que vous avez encore d'autres solutions. Ça veut dire qu'il faut éplucher la liste des solutions. Et lorsque la première liste de solutions que vous avez faite est épuisée, bah, recommencez, faites une autre liste. Parce que peut-être que vous avez peut-être loupé une chose. À un moment donné, peut-être il faudra peut-être revoir même la définition du problème, parce que si le problème est mal formulé, vous aurez difficilement la solution. Okay? Donc, mettez l'accent, soyez prêts à écouter ouvertement les différents points de vue, c'est important. Donc, ne pas juste avoir ces préjugés-là. Et c'est là, c'est d'où viennent les hypothèses généralement. Donc, avoir cette ouverture d'esprit qui vous permet d'écouter chacun objectivement en écoutant uniquement les faits, en prenant compte uniquement les faits. Mettez l'accent également sur la solution que vous voulez et non sur des choses qui ne peuvent pas être modifiées. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, la solution, elle est là. Regardez les solutions. Mais n'essayez pas, par exemple, de changer une personne alors que la solution, ce n'est pas de changer cette personne. Donc, vous avez défini ensemble une solution. Quand tenez-vous à cette solution, essayez d'opérationnaliser cela et ne pas essayer de changer, par exemple, la personnalité d'une personne ou le comportement d'une personne, parce que généralement, ça va vous dévier de votre objectif de résolution du problème. Et il faut souvent toujours vous rappeler d'avoir une bonne écoute et d'utiliser vos compétences en communication et en coopération quand vous collaborez avec les autres afin de résoudre les problèmes. Donc, ça veut dire que dans la résolution des problèmes, il n'y a pas que vous. Il y a les protagonistes. Il y a peut-être des personnes autour de votre environnement qui peuvent être des atouts dans le cadre de la résolution de ces problèmes-là et que vous devez en tout cas mettre à profit pour pouvoir arriver en tout cas à une résolution de problèmes efficace, efficiente et en tout cas qui puisse trouver une solution en tout cas durable où le problème peut-être ne va pas ressurgir, en tout cas peut-être pas de sitôt, ou bien peut-être vous aurez réussi à atteindre votre objectif avec les différents membres de l'équipe parce que vous aurez résolu tel ou tel autre problème. Donc voilà quelques conseils reliés au processus de résolution de problème. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou bien d'autres suggestions, hein, parce que vous pouvez avoir votre expertise sur la résolution de problèmes et ce serait bien de vous entendre là-dessus. Allô? Oui. Voilà, je voudrais apporter une précision aussi. Comme vous venez d'expliquer, effectivement, c'est comme ça, il faut la démarche qu'il faut suivre. Par exemple, dans une équipe, dans une organisation, il se peut que, par exemple, le leader, le premier responsable n'est pas là, il revient, il trouve un problème sur place. Dans les meilleures conditions, il doit écouter les deux parties, les parties en conflit, mais aussi chercher les témoins. L'opinion des autres devant lesquels la chose s'est passée. Pour qu'ils puissent vraiment avoir des astuces pour mieux trancher l'affaire. Comme ça, on va faire vraiment une bonne médiation dans le cadre de résolution d'un tel problème, d'un tel conflit au niveau de son équipe. Merci. Merci beaucoup pour cette contribution, effectivement. Merci beaucoup. D'autres contributions? Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour cette très belle présentation. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. En fait, je voulais revenir sur une petite précision. En fait, vous aviez dit que voilà, il faut écouter les gens quand vous êtes dans un groupe, il faut écouter les gens, être à l'écoute, tout ça comme ça. Oui. Et en fait, il peut arriver dans un groupe que certaines personnes ne soient pas d'accord, d'autres, voilà,
tu es le leader, mais il n'y a pas de consensus entre tous les membres du groupe. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous repose la question. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Vous êtes dans une équipe, OK? Vous discutez, les gens ne sont pas d'accord, c'est vous le leader, qu'est-ce que vous faites? Je repose la question parce que je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? La question ouverte, hein, c'est pour tout le monde. Qui peut donner un élément de réponse? C'est là qu'on commence à appliquer ce qu'on a appris. Hein. Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là? Bon, Vous pouvez j'aimerais... répéter la question, s'il vous plaît? Oui, on va prendre la réponse d'abord, après on prendra votre question. Vous pouvez lever la main? S'il vous plaît, vous pouvez reprendre la question. Désolé, moi, je ne suivais pas. Je répondais à un message là, s'il vous plaît. Alors, la En question fait, qu'il pose... Oui, vas-y. En fait, c'est moi qui ai posé la question. J'ai dit qu'on peut être dans un groupe parfois. Un groupe qui est composé peut-être des experts, hein, des gens qui sont très bons dans le domaine, mais il peut arriver qu'ils ne soient pas d'accord sur une question, sur une solution qu'on doit apporter dans le groupe. Et toi, nous, on peut être le leader dans ce groupe. Mais ce sont des experts. Peut-être qu'ils ont des raisons de dire que voilà, il y a des raisons qui leur permettent de prendre position. Mais si on est leader dans ce cadre, dans ce groupe, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? Voilà, c'est ça la question. Et donc, il y a Fatimata qui dit déjà faire une petite pause, c'est remettre les idées au clair. Oui, c'est une idée. Aboubakar? Voilà. Comme ce qu'il venait de demander, moi, je pense que dans un tel cas, il doit faire le brainstorming. Le leader doit faire le brainstorming, écouter l'opinion de tout un chacun, mais aussi renvoyer à tout le monde pour pouvoir trancher, pour trouver en tout cas un terrain d'entente, un consensus autour du problème. Comme souvent, c'est l'exemple que j'ai donné dans une classe où j'ai vu un groupe là. Souvent, il y a un animateur qui est là-bas. Lui, il ne fait que poser les questions. Il laisse les gens discuter. Mais jamais il ne dira à quelqu'un ce qu'il a dit que c'est faux. Il considère l'opinion de chacun comme c'est des bonnes informations. Vous avez vu? Donc, leur approche est très, très respectueuse. Ils respectent l'opinion de tout le monde. Ça met les gens en confiance. Chacun est libre de dire ce qu'il pense selon la question. Jusqu'à ce que les gens trouveront la solution. Maintenant, lui, à son tour, il va amender pour qu'il puisse prendre en compte les idées des uns et des autres. Okay. Mais dans ce cas de figure, dans son exemple, il dit que les gens sont en train de discuter, personne n'est d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Justement, je parle dans ce cadre-là. C'est lui, c'est lui. Il y a toujours des oppositions, mais le groupe qui est mieux convaincu doit vraiment convaincre aussi aux autres là pour la raison. Il y a une logique dans les faits. Il y a des gens comme moi qui sont très têtus. Vous aurez beau expliquer, ça aura beau être clair, ils vont toujours essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Et c'est là où en fait le style de leadership va intervenir. Parce que peut-être à un certain moment, vous avez utilisé un style peut-être persuasif ou un style en tout cas participatif, mais ça ne vous permet pas d'atteindre votre objectif. À un certain moment, vous devez assumer votre leadership. Sur l'ensemble des idées qui ont été proposées, vous faites une analyse objectivement, OK? Et vous prenez une décision. C'est-à-dire vous adoptez un style autoritaire pour dire parce qu'il y a un délai. Et on l'a dit tout à l'heure, selon les styles, selon les situations, on adopte tel ou tel style. Vous êtes arrivé à un moment de votre réunion où il faut prendre une décision, on doit avancer, les gens doivent se séparer, vous avez un livrable à fournir. Ça veut dire que selon l'objectif attendu de ce groupe de travail-là, vous n'avez pas pu trouver un consensus. Mais quelques idées se dégagent. Dans ces idées-là, vous, en tant que leader, vous devez rendre compte, vous devez donner la voie à suivre. Maintenant, vu que le temps est compté, vous devez prendre une décision rapidement, vous avez une date limite à respecter, mais vous prenez une décision, vous choisissez une idée et vous l'assumez en tant que leader. Et maintenant, ce que vous devez faire maintenant, lorsque vous prenez cette décision-là, parce que c'est vous le leader, tout le monde doit suivre, qu'il le veuille ou non. Mais en tant que membre d'équipe, parce que vous avez des collaborateurs, vous devez les amener en tout cas à adhérer à vos philosophies. Et généralement, cette capacité-là, ou bien cette aptitude-là que les leaders ont à avoir cette vision éclairée, que peut-être le commun n'a pas,
C'est là où va être l'avantage. En tout cas, c'est toute particulière-là qui va faire que le choix que vous allez faire, en tout cas, ira dans le bon sens et que tout le monde, en fin de compte, se retrouvera autour de vous. Et c'est là où qu'il y a la différence entre les différents leaders. À un moment donné, il faudra dire stop, vous prenez la décision, parce qu'à un moment donné, vous avez utilisé tel style qui n'a pas permis d'aboutir à l'objectif. Vous changez de style et vous avancez. Parce que sinon, vous pouvez rester, par exemple, X heures à travailler sur une question qu'il fallait régler. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont têtus comme moi, ils vont rester. Vous allez donner tous les arguments du monde, ils vous diront non. Parce que tout simplement, c'est des gens qui sont réfractaires au changement, qui, juste par nature, sont des... Parce que ça arrive dans les groupes, vous avez des gens qui sont toujours là pour mettre les bâtons dans les groupes parce que c'est dans leur nature. Et c'est ça qui les fait vivre. Il faut juste savoir les utiliser. En tant que leader, vous devez être en mesure de le défi d'identifier le profil de chaque membre du groupe, puisque chacun aura un rôle à jouer. Mais même cette personne-là qui essaye de mettre les bâtons dans les roues, c'est en plus parce qu'elle permet tout le temps aux gens de se remettre en caution, de s'auto-évaluer et de se dire, est-ce que telle chose est bien faite? Donc, ça permet de vous remettre en question. Donc, il faut identifier ces différents personnages du groupe-là à chaque fois et ensuite pouvoir vraiment les gérer en tant que, en tout cas, leader du groupe. Donc, voilà peut-être ce que je peux donner comme réponse à ce niveau-là. À chaque moment, vous aurez un style, disons, dominant, mais selon la situation, vous pourrez changer de style selon l'objectif que vous voulez atteindre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Christian est arrivé à la fin de sa présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres contributions, d'autres questions, mais n'hésitez pas. Sinon, on peut se dire au revoir tout simplement. Je pense qu'on a été efficace. Mais voilà, en tout cas, il nous reste quelques minutes. Profitez de ces quelques minutes qui restent pour poser des questions, intervenir, etc. Il y a une belle contribution qui a été faite par Oumi Thiaré. On peut définir le problème, puis chacun expose ses solutions et le leader choisit la décision finale. Merci, Oumi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées? Sera-t-il possible? Je pense que j'avais répondu à la question de Alexandre. S'il y a plus, je pense qu'il y a une question. Je pense qu'il y a Aymar Valère Molou qui a levé la main. Aymar, allez-y, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Christian, je tenais vraiment à vous remercier pour votre bilan exposé. Et en fin de compte, je voulais savoir si vous avez un article à nous proposer pour que nous puissions améliorer notre leadership et aussi des conseils pratiques. Bon, un article, non. Les conseils pratiques, c'est ce qu'on vient de faire. En fait, c'est le tout. C'est un ensemble. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, le leadership ne se construit pas en une journée, ni en un mois. Okay? Et chaque jour, on s'améliore. Ce qui est important, c'est cette capacité-là que vous devez avoir à pouvoir vous remettre en cause. Si, par exemple, aujourd'hui, par exemple, disons que vous pouvez expérimenter, quelle est votre capacité à mobiliser 50 personnes? Quelle est votre capacité à mobiliser 100 personnes? Je donne juste un exemple, et à les faire adhérer, disons, à votre cause. OK? Lorsque vous le faites, OK? Et après, si vous dites, par exemple, que vous n'êtes pas capable de mobiliser 10 personnes, il faut vous poser la question pourquoi? Qu'est-ce que je dois changer? L'autre chose aussi qu'il faut éviter, c'est d'essayer de se dire, je vais être comme tel leader. Oui, ça peut être des modèles, ils peuvent vous inspirer, mais chacun est leader. Nous sommes tous des leaders. Et chacun, en fait, a comment se manifeste son leadership. Et ce n'est pas parce que l'autre est devant, je suis derrière, que je ne suis pas leader. Chacun a sa manière de manifester son leadership. Toujours est-il que vous devez être en mesure de vous dire, je dois développer tel aspect. Nous avons montré un certain nombre de qualités de leader. Comment est-ce que ces qualités-là, est-ce que je les ai? Qu'est-ce que j'ai comme qualité? Qu'est-ce que je peux améliorer? OK? Donc, l'idée, c'est de se référer à ces différentes qualités-là, de voir que contient chaque qualité. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je n'ai pas? Donc, ce que j'ai, j'essaie de le renforcer. Ce que je n'ai pas, je vais le chercher, je vais travailler à ce. Maintenant, je vais chercher ça, il faut savoir également où aller le chercher. Et cette formation, peut-être, en fait partie sur comment est-ce que vous pouvez bénéficier de certains nombres d'outils qui peuvent vous aider à renforcer votre leadership. D'accord? Donc, voilà un peu peut-être quelques aspects. Il peut y avoir maintenant, il y a beaucoup de livres sur le leadership et tout. Par contre, la meilleure manière, c'est la pratique. OK?
manifester, essayez de prendre en compte ces aspects-là, essayez de le manifester dans chacune de vos actions chaque jour. Et c'est ça qui va faire votre leadership. Alors, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Maïté Ndiaye. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc moi, je voudrais juste revenir sur une chose. Il y a un monsieur tantôt qui a parlé de brainstorming. Donc, je pense bien que cet outil-là est un bon outil qui peut me résoudre les trois problématiques, à savoir la première question, la collecte, la recherche de solutions et le choix de la solution. Donc, si on utilise, je vous invite à creuser sur le brainstorming qui va vous permettre de gérer la question 2, la question 3 et la question 4. Maintenant, en ce qui concerne la mise en place de la solution et l'évaluation, je pense bien qu'il y a un outil également qu'on appelle le PDCA. Donc, la planification, c'est plan, do, check, act. Donc, tu planifies, tu t'y lances, tu revois, est-ce que ce que vous avez planifié a été et vous avancez. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour ce partage-là. Je pense que vous pouvez mettre ça dans le chat, comme ça peut-être les gens vont peut-être utiliser cette ressource-là. Le brainstorming, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est juste en fait une discussion entre groupes pour prendre les différentes idées et pouvoir recueillir l'avis de chacun, discuter, genre, si je peux dire, c'est genre wax sa xalaat, quoi. Mais dans un cadre bien déterminé. Tout à fait. Merci, Maïté. Vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Oui, merci. La formation a été très enrichissante. Moi, je dirais comment travailler à parler en public, à l'improviste, en dehors de ses membres. La prise de parole. Pardon, vous pouvez reprendre? Comment travailler la prise de parole en public, en dehors de ses membres, autre part, quand on nous pose une question, parler publiquement sans hésiter. Alors, c'est ça mon problème. Oui, ça peut-être la meilleure astuce, en fait, c'est la pratique. C'est la pratique. La prise de parole en public, vous ne pouvez pas l'acquérir rapidement, mais vous pouvez essayer. C'est-à-dire, vous le faites. Au début, vous aurez il y a de l'interférence. Désolé, il y avait interférence. Je disais, pour la prise de parole en public, ce qu'il faut, c'est vraiment l'exercice. Vous voyez peut-être avec des collègues, avec des gens que vous connaissez, vous aurez peut-être moins de trac, mais au fur et à mesure que vous le faites, vous sentez que le trac là diminue. Et c'est la même chose avec les autres. Lorsqu'il faudra d'abord affronter cette situation-là, parler, vous aurez peur, c'est clair. Mais ce qui est important d'abord pour la prise de parole en public, c'est de maîtriser le contenu que vous allez partager. Maîtriser ce que vous dites. Prenez le temps qu'il faut, respirez. Vous n'avez pas besoin d'aller vite comme tout le monde. Prenez le temps qu'il faut. Si vous sentez que ça ne va pas, faites des pauses. Vous allez avoir du trac, mais au fur et à mesure, vous le faites une fois, deux fois, trois fois, au fur et à mesure, vous verrez qu'à chaque fois, le temps que vous allez avoir pour gérer le trac va réduire. Et c'est comme ça, en fait. L'idée pour sortir de ça, c'est vraiment l'exercice. La meilleure manière quand vous êtes en plus, vous êtes dans un grand groupe, ne regardez pas les gens dans les yeux, regardez par exemple, fixez quelqu'un que vous connaissez, ou bien un endroit de la salle, ça vous permet de concentrer votre esprit sur ce que vous allez dire. Bon, malheureusement, entre nous, il n'y a pas de souci, mais avec d'autres membres, pas d'autres membres, d'autres personnes qui ne sont pas du groupe que je ne connais pas. C'est ça. J'ai pris le trac, comme vous l'avez dit, au fur et à mesure, j'ai appris à faire ça. C'est ça. Merci Christian. On a eu une session sur la prise de parole en public la dernière fois. Je vous partagerai avec plaisir le contenu, le replay de la formation. Comme ça, on pourrait aller plus loin. C'est une thématique très intéressante, très importante, je me dis. Donc, je vous enverrai peut-être si vous étiez inscrit à cette formation, n'est-ce pas? Pour juste vérifier si non. OK, donc laissez-moi juste votre adresse mail. C'est ma première fois, c'est pourquoi. Super, donc envoyez-moi votre adresse mail au niveau dans le chat. Comme ça, je me ferai le plaisir de vous partager les éléments. OK, merci beaucoup. Merci Maïté. Adrien, à moi aussi, hein, ce serait bien de me partager ce document.
Alors, ça risque d'être compliqué si je dois prendre toutes les adresses mail, mais je mets du coup mon adresse. Comme ça, faites-moi signe par mail et je me ferai le plaisir de vous transmettre ces éléments-là. D'accord. J'écris juste mon adresse mail dans le chat rapidement. D'accord. Et comme ça, faites-moi signe et je vous partagerai même tous les replays, hein, toutes les formations qu'on a eues jusque-là. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits à cette formation, parce que ceux qui se sont inscrits, moi, j'ai leurs adresses mail, je leur enverrai les éléments. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette formation. Merci beaucoup, Christian, qui était le capitaine du bateau qui nous a menés à bon port. C'est extrêmement important. Je pense qu'au tout début, on avait posé le cadre pour bien réussir cette formation. Et je pense qu'ensemble, nous avons réussi quand même à faire le nécessaire, à permettre à tout le monde d'apprendre de façon optimale. Les échanges étaient intéressants, l'interaction était là, les contributions. On a apprécié de part et d'autre les questions, les contributions très pertinentes. Et nous vous en remercions. Nous remercions le collègue Christian qui a accepté d'animer cette session, mais qui l'a animée de façon très, très, très intéressante. Il y a d'autres formations qui arrivent. Restez connectés sur nos pages Guichet Jeunesse, Consortium Jeunesse Sénégal. Toujours dans la même dynamique de vous accompagner les jeunes, d'accompagner aussi tout le monde de façon générale. On est là pour ça. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Je reste disponible à tout moment. Sinon, vous remercier encore une fois et vous dire à très bientôt. Je vous enverrai bien entendu le replay de cette formation. J'ai les adresses mail de tout le monde pratiquement. Je vous enverrai également le formulaire de satisfaction pour vous permettre de nous faire part de vos retours par rapport à cette formation, par rapport à la coordination, l'expert, comment il a animé le contenu. Faites-nous vos retours parce que ces retours nous aident beaucoup à améliorer nos approches, nos façons de faire. Donc, n'hésitez pas, quand je vous enverrai le mail, à répondre à ce formulaire de satisfaction. Sinon, quoi d'autre? Je pense que c'est l'heure maintenant de se dire au revoir, de se souhaiter bonne journée, bon week-end aussi. Je ne sais pas si aussi Charles, tu voulais ajouter quelque chose, mais de mon côté, c'est bon. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup et à très bientôt. J'envoie juste mon adresse mail avant de clore cette session. Comme ça, on est bon. Merci tout le monde. Merci à vous, les panélistes. Alors là, c'est fait. Vous pouvez juste prendre mon adresse. Avant que je ne coupe la session, vous pouvez prendre mon adresse pour ceux qui ne l'ont pas. Et faites-moi signe si jamais vous n'avez pas encore de replay des formations du lycée jeunesse. Dans quelques secondes, je pourrai quitter. Donc, faites-le rapidement, prenez rapidement l'adresse mail et on pourra se dire au revoir.